bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé les travaux de la 14e séance du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 120 000 personnes déplacées à Gaza, l'ONU se mobilise contre le conflit israélo-palestinien. Eh bien, c'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres où 6 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Écoutons le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 10 octobre 2023. Était inscrite à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de loi portant adhésion de la République de Djibouti à l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, et sa dernière version intitulée l'Acte de Genève, adopté en 2015. Cet arrangement protège les appellations d'origine et leur enregistrement international actuel pour protéger les noms désignant l'origine géographique des produits. Les indications géographiques et les appellations géographiques des produits sont des signes officiels qui garantissent aux consommateurs que les produits respectent les conditions de production spécifiques et qu'ils entretiennent un lien fort avec leurs témoins d'origine. La ratification d'actes de l'arrangement de Lisbonne et ses conventions présente ainsi un grand intérêt pour notre pays qui dispose de nombreux produits agricoles et artisanaux. Ce texte offre des avantages en matière de protection des indications géographiques et des appellations d'origine pour les produits locaux. Cette protection permet de préserver la réputation, la qualité et l'authenticité de ces produits. La protection des appellations d'origine permet de stimuler le développement du tourisme. La deuxième question est un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées pour l'année 2022. Les comptes financiers 2022 de l'Agence nationale des personnes handicapées sont arrêtés en produits à 258 765 000 francs Djibouti et en charge à 258 586 000 francs Djibouti en 2022. Les produits connaissent une légère diminution de plus de 29 millions de francs Djibouti par rapport à l'exercice 2021. Cette diminution est liée à la baisse du montant des dons, divers sponsorings, moins de 35 millions de francs Djibouti. Au cours de l'exercice 2022, l'ANPH a réalisé le projet d'enregistrement à domicile des personnes handicapées alitées à Djibouti-Ville et dans les 5 régions. L'étude sur l'impact du Covid-19 des personnes handicapées et l'extension du centre d'appareillage orthopédique et de réhabilitation. Ces actions ont permis de renforcer les droits des personnes à besoins spéciaux et de promouvoir leur participation en vue de leur intégration effective dans la société. La troisième question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Institut supérieur des sciences de la santé pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a apuré les comptes financiers pour l'exercice 2021 et les exercices 2020, 2018 et 2019 de l'ISSS et sont arrêtés en 2021 en produit à 279 071 000 francs Djibouti et en charge à 271 682 000 francs Djibouti. Le résultat des comptes de l'ISSS est excédentaire après 4 années successives de déficit. Les produits connaissent une légère augmentation de 4 millions de francs Djibouti en 2021 par rapport à l'exercice précédent de 2020, qui est dû à la hausse des revenus générés par les frais d'inscription et des frais liés à la formation continue. La subvention reçue de l'État a diminué de 4,6 millions de francs Djibouti en 2021 et les charges connaissent également une baisse de 7,4 millions de francs par rapport à l'exercice 2020. En 2021, l'ISSS a mis en œuvre la réforme des professions paramédicales et sociales afin de répondre aux normes internationales, renforcer les ressources humaines de notre système de santé et proposer aux jeunes diplômés des possibilités de poursuite des études à travers le parcours de formation LMD. L'ISSS a mis l'accent sur l'introduction de la simulation
en santé dans les curricula de formation et la restructuration des formations des préparateurs en pharmacie. Durant cet exercice, 296 étudiants en formation et répartis sur 14 filières. Au total, 120 étudiants ont obtenu leur diplôme en 2021 dans les différentes filières sage-femme, infirmiers, anesthésistes, techniciens d'imagerie médicale, préparateurs en pharmacie et techniciens en laboratoire. Eh bien, toujours concernant le Conseil des ministres, la quatrième question concernait un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'ADR. Et en fin de séance, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait un rapport de mission sur la participation de la délégation conduite par le président de la République, son Excellence Ismaël Marguelle, à la cérémonie d'ouverture de l'Expo 2023 de Doha qui s'est tenue du 2 octobre 2023. Récoutons le porte-parole du gouvernement. La quatrième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne des routes ADR pour l'exercice 2022. Les comptes financiers de l'exercice 2022 de l'Agence djiboutienne des routes sont arrêtés en produit à 1,850 milliard de francs djibouti et en charge à 1,743 milliard de francs djibouti. Les produits connaissent une augmentation de près de 30% entre 2021 et 2022. Ils passent de 1,4 milliard de francs en 2021 à 1,8 milliard de francs djibouti. Donc en 2022, grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires, donc une augmentation de près de 59%, notamment grâce aux revenus engendrés dans le cadre des travaux des routes, corridors et des travaux des voies de nouveaux lotissements. Les charges connaissent une diminution de près de 17% entre 2021 et 2022. Le résultat net passe d'un montant négatif de moins de 664 millions de francs en 2021 à 114 millions de francs en 2022. Durant l'exercice 2022, l'ADR a réalisé des travaux dans le cadre de son programme annuel d'entretien routier de la voirie urbaine afin de préserver le patrimoine routier de la capitale, d'assurer la pérennité du trafic urbain et d'assumer un niveau de service correct aux usagers de la route. Les réalisations de l'ADR portent sur des travaux de réhabilitation localisés dans les 3 communes de la capitale. L'ADR a aussi réalisé des travaux de réhabilitation pour le compte d'institutions publiques telles que le DPCR sur les routes du corridor, Aroulos, le SFT et les DD. La 5e question concerne un projet de décret portant renouvellement des membres du conseil d'administration de l'Agence djiboutienne de développement social, plus connu donc sous l'acronyme d'ADDS. Le présent décret a pour objet le renouvellement des membres du conseil d'administration de l'ADDS conformément aux dispositions du décret numéro 2008-026/présidence. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable tous les 3 ans. La 6e question est relative à un projet de décret portant nomination. Donc, Madame Roda Ahmed Douale, conseillère technique du ministre, est nommée conseillère technique du ministre du Commerce. Madame Madina Bouh Moussa est nommée directrice des affaires financières et des collectivités locales au ministère de l'Intérieur. Madame Ni'ma Hassan Olow est nommée directrice des grands travaux par intérim au ministère de l'Agriculture. Et M. Aouled Jama Ahmed est nommé conseiller technique auprès du ministre de l'Équipement. Madame Ruqiya Hassan Cheikh est nommée directrice de l'insertion sociale, des jeunes et de volontariat au ministère de la Jeunesse et de la Culture. Monsieur Mohamed Ismail Guelleh est nommé directeur donc, de la planification, des études, des projets et du suivi et évaluation des infrastructures, toujours au ministère donc, de la Jeunesse et de la Culture. Monsieur Ismail Ousmane Ahmed est nommé directeur de l'insertion économique donc, au ministère des Jeunes, au ministère de la Culture et de la Jeunesse. Et Monsieur Suleiman Hamad Abdi est nommé directeur donc, des régions, toujours au ministère de la Jeunesse et de la Culture. Je vous remercie. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi dans le cadre de l'initiative de la Corne d'Afrique, la République de Djibouti a bénéficié d'un financement de l'Union européenne pour mettre en œuvre ses engagements et ses objectifs d'intégration, facilitation des commerces. Trademark est une organisation régionale spécialisée dans l'exécution des programmes de facilitation de commerce et l'entité d'exécution du programme Corridor pour le compte du gouvernement de Djibouti. Ainsi, le ministère du Commerce et du Tourisme, qui est également plutôt le coordonnateur des programmes d'intégration régionale à Djibouti, a reçu hier dans son cabinet le CEO de Trademark. Au cours de cette entrevue, les responsables de Trademark ont présenté au ministre
et son équipe d'État la mise en œuvre des activités ainsi que les perspectives pour les futurs programmes qui seront mis en œuvre à Djibouti, et assez notamment en matière de logistique, en matière fiscale et commerciale, afin de concrétiser les objectifs d'intégration au sein de la zone libre-échange africaine. Le CEO, au cours de sa visite de travail de 2 jours, va s'entretenir avec les différents départements sectoriels engagés dans la mise en œuvre du programme Corridor. Direction le Maroc, où l'Assemblée annuelle conjointe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international a débuté à Marrakech, rassemblant des délégations du monde entier pour discuter des défis économiques mondiaux et des moyens d'atténuer leur impact. Parmi les participants, une délégation djiboutienne de haut niveau dirigée par le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussedouale, a fait sensation. La délégation djiboutienne était composée des personnalités influentes illustrant l'engagement du gouvernement djiboutien envers une gestion économique solide. Lors de cette réunion bilatérale, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussedouale, accompagné du ministre du budget, du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, et leurs proches collaborateurs ont présenté une analyse détaillée de la situation économique, financière et sociale de Djibouti. Ils ont mis en avant les efforts entrepris pour relever les défis économiques résultant des crises régionales et internationales exogènes qui ont un impact sur l'économie du pays. Le directeur du FMI, dans son discours, exprimé sa satisfaction à l'égard des réformes entreprises par l'État djiboutien. Il a particulièrement salué les efforts louables visant à assainir les finances publiques du pays malgré les turbulences économiques internationales et régionales auxquelles Djibouti a été confronté. Les déclarations positives du directeur du FMI soulignent la détermination du gouvernement djiboutien à assurer la stabilité financière et à stimuler la croissance économique malgré des circonstances économiques mondiales imprévisibles. Parmi les réformes notables entreprises par Djibouti, on peut citer une meilleure gestion des ressources publiques, la diversification de l'économie et des investissements dans les infrastructures clés, notamment le port de Doralé, qui renforce la position de Djibouti en tant que plaque tournante économique et régionale. Eh bien, dans une période où de nombreux pays sont prises avec des défis économiques considérables, Djibouti se démarque par son engagement envers des réformes audacieuses et sa vision d'un avenir économique plus prometteur. La présence active de la délégation djiboutienne à l'Assemblée annuelle du FMI de la Banque mondiale témoigne de la détermination du pays à collaborer avec la communauté internationale pour relever les défis économiques mondiaux et à réaliser sa vision de prospérité durable pour ses citoyens. Et nous restons toujours à Marrakech, où à Marrakech, au Maroc, abritera à partir d'hier les réunions annuelles du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Une première pour ce continent depuis 50 ans. L'Afrique, qui fait face aux conséquences du réchauffement climatique et du poids de la dette, sera sans nul doute au cœur des échanges. Les premières mesures annoncées devraient surtout être symboliques, avec la création d'un 3e siège accordé aux pays africains au conseil d'administration de chacune de 2 institutions. Mais le principal sujet de ces réunions sera l'argent. Il en faut face aux urgences de leurs problèmes. Les principaux pays ne sont pas favorables à une augmentation du capital qui les oblige à sortir le chéquier en la matière. L'avancée pourrait venir d'une modification des quotas des pays qui leur ouvrent l'accès au financement et qui sont au parota de la participation au capital des institutions. Retour à Djibouti, où dans le cadre du projet de renforcement des opportunités des enseignants apprentissage, les outils d'observation des classes sont revus à la suite de la révision du curricula et des référentiels des compétences des enseignants. L'intérêt étant d'adapter les outils d'observation des classes aux nouvelles normes des compétences des enseignants, et à ce fait un pôle formateur composé d'inspecteurs, de formateurs et des conseillers pédagogiques ont participé à un atelier de formation organisé au CFF le lundi 9 jusqu'au jeudi 12 octobre 2023. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présidé l'ouverture officielle de l'atelier aux côtés de l'inspectrice générale, de la directrice générale du CFF. L'atelier a porté sur l'utilisation de l'outil coach qui permet un meilleur encadrement des enseignants et pour les aider à améliorer leurs pratiques de classe, lesquelles l'atelier est animé par un expert de la Banque mondiale, Mme Géraldine Simonet. Il convient de préciser que les compétences des formations pédagogiques parmi celles développées par l'outil coach ont été identifiées sur la base d'observation des classes et une collecte des données réalisée en mars et avril 2023 sur un échantillon représentatif de 822 enseignants des établissements scolaires de la capitale
et des régions de l'intérieur et issus de l'enseignement préscolaire, primaire et moyen. Et qui vient donc accompagner la première enquête Teach qui s'est tenue au mois de mars 2023 et qui nous a permis d'identifier les lacunes rencontrées par les enseignants sur le terrain. Cette formation est destinée aux conseillers pédagogiques et aux formateurs du CFF, un pool donc de conseillers et de formateurs qui va à son tour former l'ensemble des conseillers pédagogiques de la République et qui vont mettre en place cet outil sur le terrain pendant le reste de l'année scolaire. Et suite à cette mise en œuvre de cet outil coach, une seconde enquête va être menée afin d'évaluer l'impact de l'utilisation de l'outil coach dans les observations de classe. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministère du Développement durable et de l'Environnement qui a organisé aujourd'hui à l'Institut français de Djibouti un atelier de concertation sur le programme international sur l'homme et la biosphère de l'UNESCO. Cette initiative témoigne de la ferme volonté du gouvernement de faire partie de la grande famille MAB de l'UNESCO. Cette grande famille du réseau mondial des réserves et des biosphères regroupe 738 réserves de biosphères dans 134 pays. Rappelant que l'événement s'inscrit suite à la signature d'un communiqué conjoint entre le gouvernement et l'UNESCO à l'occasion de la visite officielle du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, au siège de cette institution en octobre 2009. Sur le programme international Hommes et Biosphère de l'UNESCO à Djibouti, organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le but est de rejoindre la grande famille de réseaux de biosphère qui regroupe 738 réserves de biosphère. Djibouti dispose d'une biodiversité terrestre et marine confondue qui compte plus de 1421 espèces animales et 841 espèces végétales. L'objectif de cet atelier est de mettre en place un processus de présentation d'inscription de réserves de biosphère et aussi présenter les formulaires d'inscription de réserves de biosphère et finalement mettre en place un comité national MAB. Direction Arta, où le président de la CNDH s'est rendu dans la région d'Arta dans le cadre d'une tournée au niveau des régions. Cette visite a revêtu une importance particulière car elle s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la CNDH pour promouvoir et protéger les droits de l'homme au niveau régional. Croyons fermement que la coopération étroite avec les autorités locales est essentielle pour atteindre cet objectif. Eh bien, au cours de cette tournée, le président de la CNDH a rencontré le président du conseil régional et d'autres représentants régionaux pour discuter des diverses questions liées aux droits de l'homme, notamment la sensibilisation, la prévention et la résolution des problèmes relatifs aux droits de l'homme dans la région d'Arta. De plus, lors de cette visite, le président de la CNDH a procédé à l'installation d'un point focal de la CNDH au bureau d'Arta. Ce point focal servira de liaison entre la CNDH et la communauté locale, facilitant ainsi la communication et la coopération. Cette tournée a contribué à renforcer le partenariat avec les autorités régionales et à promouvoir une culture des droits de l'homme à Arta. Convaincu que grâce à cette collaboration, les parties prenantes pourront faire progresser la protection des droits de l'homme dans la région d'Arta. Direction le Nord, où un atelier sur le bilan et les perspectives de la réforme de l'administration à Djibouti s'est tenu à Tadjoura. L'objectif est de mettre la lumière sur la prestation des services publics, de la gestion des ressources publiques, de la lutte contre la corruption ou de la promotion de la transparence ou de la responsabilité. Souligner les réalisations de la réforme de l'administration au cours du mois de novembre 2023. Le ministère du Travail, par le biais du secrétariat exécutif chargé de la réforme et de l'administration, organisera un colloque national de la réforme avec l'encadrement des experts internationaux pour entamer une nouvelle stratégie de la réforme. Le ministère du Travail également tenir compte des évolutions mondiales telles que l'impact du changement climatique et les nouvelles tendances dans l'administration publique, durabilité environnementale sont autant des domaines devront être explorés. Cet atelier a vu la participation du préfet de la région, M. Mohamed Humed,
ainsi que le vice-président du conseil régional, Abdelkader Omar. Pour vous présenter les acquis et perspectives de la réforme de l'administration, nous avons passé dans les 5 régions de l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons clôturer à Tadjoura. Vraiment, ce que nous voulons, c'est discuter, débattre pour une nouvelle stratégie de la réforme. Le ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, nous a ordonné de faire participer les cadres de la collectivité territoriale pour qu'ils prennent part à l'atelier qui aura lieu en novembre. Donc aujourd'hui, nous allons débattre, discuter, échanger pour une nouvelle stratégie de la réforme de l'administration. Je vous remercie de votre attention. Et à ce sujet, écoutons le préfet. L'honneur me choix d'assister à l'atelier de sensibilisation sur les acquis et perspectives de la réforme de l'administration. Pourquoi les services déconcentrés? C'est pour tout simplement mettre en place une stratégie nationale pour la réforme qui est en cours de préparation et qui va avoir lieu au mois de novembre 2023, récapitulatif de toutes les informations récoltées auprès des différents services dans toute la région de la République. Pour cela, vous êtes censé donner votre vécu et vos impressions pour qu'il y ait ce qu'on appelle une approche participative de l'administration pour qu'il tienne compte de tous les défis à relever pour pouvoir par la suite œuvrer dans la bonne direction. Je déclare ouvert cet atelier et merci et bonne continuation. On reste toujours dans le Nord où les éléments de la gendarmerie mobile en poste à Pékanef sous le commandement du lieutenant Othman dans la région de Tadjoura ont mené une opération de rafle des clandestins sur le corridor de la route numéro 9. Après l'opération de rafle, il a été procédé au rapatriement des clandestins avec le ferry au nombre de 413 individus, dont 164 femmes et 249 hommes tout originaires de l'Éthiopie. Rappelons que le préfet de la région, Mohamed Ahmed Abbas, était présent lors du rapatriement des clandestins par voie maritime. Rappelons que ces démarches ont été faites sur 3 endroits préalablement identifiés comme étant points de rassemblement de ces migrants en provenance de l'Éthiopie, à savoir Sagalou, Eulalis, la rentrée de Khalaf en venant de Djibouti. Vu le nombre important des ressortissants clandestins pèse lourdement de manière sociable et sécuritaire dans la région de Tadjoura. Eh bien, je vous le disais dans le titre, les affrontements se poursuivent dans les localités et les villes israéliennes au 4e jour de l'opération Deluge Al-Qas'a lancée par la résistance palestinienne contre Israël, à un moment où l'armée d'occupation lance des violents raids sur diverses zones de la bande de Gaza ainsi que de l'imposition d'un blocus complet de la bande, une coupure complète de l'eau. Celle-ci, alors que le bilan israélien a atteint 900 morts, le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé que le nombre de martyrs était passé de 704, dont 140 enfants, à 105 femmes. L'armée israélienne a publié mardi matin une nouvelle liste des noms des personnes tuées, dont 38 soldats et d'autres officiers tués depuis le début des affrontements avec la résistance palestinienne. Il est à noter que le 12e chaîne israélienne a annoncé hier soir, citant le ministère de la Santé, que le nombre des morts israéliens était passé de 900 et le nombre de blessés de 2600. Toujours dans le cadre des efforts internationaux pour résoudre la crise, l'Arabie Saoudite a annoncé par le biais du prince héritier Mohammed bin Salman qu'elle s'emploierait à empêcher l'expansion du conflit dans la région après l'escalade en cours dans la bande de Gaza et ses environs. Il a souligné lors d'un appel téléphonique avec le président palestinien Mahmoud Abbas que le royaume continue de se tenir aux côtés du peuple palestinien pour réaliser ses droits légitimes à une vie décente, réaliser ses espoirs et ses aspirations et parvenir à une paix juste et durable.
il convient de noter que la République de Djibouti, connue pour son soutien à la lutte du peuple palestinien, a tenu Israël pour responsable de l'escalade en cours en raison de ses agressions continues, de ses violations constantes des droits du peuple palestinien et de ses lieux saints, notamment les inscriptions répétées dans la mosquée Al-Qas'a sous la protection de la police israélienne. Djibouti a également réaffirmé sa position ferme de soutien au peuple palestinien, frère, dans la réalisation de ses aspirations et l'obtention de tous ses droits légitimes, y compris la création de son État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Autre actualité internationale, le Cameroun, au moins 27 morts dans un éboulement dû aux pluies à Yaoundé. Au moins 27 personnes ont péri dans l'effondrement d'un panne de collines recouvert d'habitations précaires provoquées par des pluies torrentielles à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Ces éboulements en raison des pluies surviennent fréquemment à Yaoundé, une ville de quelques 3 millions d'habitants constellée de collines sur le flanc desquelles les habitations souvent précaires sont construites. Cette fois, le drame s'est produit en début de soirée dans le quartier de Mbokolo, dans la périphérie nord-ouest de Yaoundé, et a été provoqué par la rupture d'une digue retenant les eaux d'un lac artificiel situé en hauteur, gonflé par les pluies diluviennes. Célestine Ketcha, ministre de l'Urbanisme, a exhorté les autorités à interdire les constructions sur les zones à risque. Et enfin, au Royaume-Uni, le Royaume-Uni a poursuivi son repositionnement en Afrique pour soutenir les économies confrontées à des défis tels que l'inflation croissante. La British International Investment, l'institution de financement du développement du gouvernement britannique, prévoit un financement de 60 millions de dollars, environ 37 millions de francs CFA, visant à renforcer les échanges commerciaux dans 5 pays africains, à savoir la République démocratique du Congo, le Mozambique, le Rwanda, la Sierra Leone et la Zambie. Le gouvernement britannique, par le biais de la British International Investment, a annoncé un investissement à hauteur de 60 millions de dollars dans des projets visant à renforcer les échanges commerciaux avec ces 5 États. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.